La gifle ne vint pas. Ce fut pire. Gaston de Saint-Clair, debout près de la cheminée, chancela seulement un peu, comme s'il eût trébuché sur sa propre vanité. Le verre qu'il tenait dans la main effleura le bord du marbre, tinta faiblement, puis le silence retomba dans le cabinet capitonné, épais, presque honteux. L'odeur du cognac, des cigares froids et de l'encre séchée flottait dans l'air avec une insolence de salon riche. Céleste sentit la doublure glacée de ses gants contre sa paume. Elle n'osait plus respirer. « Vous avez l'esprit malade », dit Gaston en se redressant avec une mollesse méprisante. « Vous voyez des conspirations partout. Vous vous croyez indispensable. C'est touchant. » Il souriait sans chaleur. Son regard, trouble et satisfait, glissait sur elle comme sur un meuble qu'on décide de déplacer. Céleste soutint ce regard. Elle aurait voulu être insolente. Elle se contenta d'être précise. Indispensable, non. Remplaçable, en revanche, je vous en prie. Essayez donc. Le rire qui suivit fut bref, sec, presque obscène. Il se tourna vers la fenêtre, comme si son propre salon lui était devenu trop étroit pour sa grandeur de papier mâché. « Vous perdez toute mesure. J'ai déjà trop toléré vos caprices, vos silences, vos airs de professeur offensé. Les hommes de lettres, voyez-vous, ont besoin de paix, pas d'une femme qui corrige leurs phrases comme une gouvernante corrige un enfant. » Le mot « femme » était lancé comme une monnaie sale. Céleste sentit la colère lui monter au visage, mais elle la plia aussitôt en une froideur presque élégante. C'était son arme la plus sûre. Elle s'avança d'un pas. Le parquet craqua sous sa chaussure. Une gouvernante, monsieur, finit par savoir qui tient réellement la maison. C'est le danger des meubles qu'on méprise. Ils entendent tout. Le visage de Gaston se durcit. Il posa son verre un peu trop vivement. Le cristal fit un son aigu, nerveux, qui sembla fendre la pièce. « Assez, vous êtes fatigué. Vous avez l'imagination fiévreuse. Depuis des semaines, vous me harcelez avec vos exigences, vos suppositions, vos théories. Je vous l'ai déjà dit, je n'ai plus besoin de vous. » La phrase tomba avec une netteté de couperet. Elle n'avait pas de théâtre. Elle était pire que cela. Simple, définitive. Céleste comprit aussitôt qu'il l'avait préparée. Il ne la chassait pas dans un accès de rage. Il l'effaçait avec méthode. Dans le couloir, un parquet ancien gémissait sous le pas d'une domestique. Au loin, une porte claqua. La vie de la maison continuait, indifférente, tandis que quelque chose en elle se fissurait sans bruit. « Vous m'avez fait venir pour me congédier ?» dit-elle doucement. « Je vous ai fait venir pour mettre fin à cette comédie. Vous avez des idées absurdes. Vous prétendez écrire à ma place. Vous prétendez voir des accords là où il n'y a que mon talent. Je ne vous laisserai pas me faire passer pour fou. » Céleste eut un rire très bas, presque tendre. « Vous n'avez jamais couru ce risque. La folie exige une pensée. La vôtre n'a été qu'une soif. » Il pâlit. Ce fut bref, mais elle le vit. Il n'aimait pas qu'on nommât sa médiocrité. À cet instant, la porte s'entr'ouvrit et mademoiselle Duval, la femme de chambre, apparut avec une hâte gênée. Dans sa main tremblait une enveloppe crème scellée d'une cire violette. Elle ne regarda pas Céleste. « Monsieur, c'est arrivé de chez Madame Duvaux, enfin, du salon. » Le nom de Madame Duvaux résonna aussitôt comme une menace parfumée. Gaston arracha la lettre, la déchira d'un geste brutal, lut quelques lignes et son expression changea. Une ombre passa dans ses yeux. Céleste le remarqua. Bien sûr qu'elle le remarqua. « Que vous veut-elle encore ?» demanda-t-elle. Il releva la tête avec une lenteur insultante. « Rien qui vous regarde. » C'était donc cela. Il y avait un autre maître au-dessus de lui, ou du moins quelqu'un qui le tenait par le col. Céleste sentit une lucidité glaciale lui traverser la poitrine. Madame Duvaux savait.
peut-être depuis le début. « Si cela ne me regarde pas, dit-elle, alors pourquoi avez-vous l'air d'un homme qu'on tient à la gorge par une dentelle ?» La gifle morale le frappa plus sûrement que n'importe quel éclat. Il s'approcha d'elle d'un pas instable. Son haleine sentait le vin trop jeune. « Vous oubliez votre place. »« Non, » répondit-elle, « je la retrouve. » Il y eut un silence si net qu'on entendit dans la pièce voisine le petit choc d'une tasse qu'on reposait sur une soucoupe. Gaston expira, puis désigna la porte. « Sortez !» Céleste ne bougea pas. « Vous m'avez demandé des pages, des nuits, des idées, des fins, des larmes. Vous avez pris tout cela avec l'assurance des hommes qui pensent que le génie pousse comme le lierre sur leur mur. Et maintenant que vous avez peur, vous me jetez dehors. »« Dehors !» répéta-t-il avec un dégoût visible. « Oui, c'est là que vont les femmes qui imaginent trop. » Elle prit son sac sans précipitation. La poignée de cuir était froide. Son chapeau, posé sur une chaise, portait encore l'odeur de la pluie de la veille. Elle le saisit, puis se tourna vers lui une dernière fois. « Vous me rendrez ce que vous me devez. » Il eut ce sourire mince des hommes qui croient qu'une menace peut les sauver. « Allez donc réclamer vos illusions ailleurs. » Dans l'antichambre, la domestique s'effaça contre le mur. Personne n'osa croiser le regard de Céleste. Elle traversa le corridor, puis d'escalier, chaque marche plus sonore que la précédente. Dans le vestibule, le porte-parapluie de cuivre brillait sous la lampe à pétrole. Le froid de la porte d'entrée la frappa au visage lorsqu'on ouvrit. Dehors, la rue l'attendait, humide, bruyante, pleine de roues, de bottes et d'un ciel couleur d'étain. Elle descendit les 3 marches sans se retourner. À peine eut-elle gagné le trottoir qu'un garçon de course, surgissant de nulle part, lui tendit un second pli cacheté. Sans un mot, il disparut sous la pluie fine. L'écriture, nerveuse et allongée, lui sauta aux yeux dès qu'elle déchira le sceau. Sa main se raidit. Madame Duvaux la priait de ne pas jouer à l'ingrate. Elle savait. Elle avait toujours su. Et si Céleste désirait conserver son nom, ou du moins sa ruine tranquille, elle ferait bien de venir au salon avant la tombée du soir. Céleste relut la menace 2 fois. Puis elle referma le papier avec une douceur presque religieuse. Au même instant, à l'autre bout de la rue, une voiture noire s'arrêta dans un grondement de roues mouillées. La portière s'ouvrit. Un homme en sortit, le col relevé, le visage à demi caché par l'ombre. Il ne regardait pas la maison. Il la regardait, elle. Et lorsqu'il ôta son chapeau, Céleste reconnut, sous le bord sombre, le profil sec du critique Armand Valeur, celui dont les articles pouvaient faire et défaire une réputation en une seule phrase. Il inclina légèrement la tête, comme s'il l'attendait depuis longtemps. Puis, dans la rue battue de pluie, il leva le menton vers la lettre qu'elle tenait encore entre ses doigts. « Madame Duvaux a donc commencé à parler, » dit-il d'une voix basse. « Voilà qui devient enfin intéressant. » La pénombre humide du sous-sol enveloppait tout d'un voile laiteux, percé seulement par la lueur vacillante d'une vieille lanterne à huile suspendue au plafond bas. L'air était chargé d'une odeur épaisse, mélange de papier jaunissant, d'encre sèche et d'huile de machine, rappel d'un passé industriel à la fois lointain et menaçant. Céleste avançait à pas prudents, consciente du poids écrasant de ces murs, comme si le silence lui-même retenait son souffle. Le claquement métallique d'un pied de machine s'enclencha soudain, suivi d'un grondement tremblant. Le vieux presse à imprimer se mettait en marche. Ses engrenages grinçaient en une complainte mécanique, brisant le mutisme du lieu avec une vibration sourde. Un jeune homme, les joues rougies par le froid et le travail, le visage barbouillé d'encre noire, leva les yeux vers elle. « Vous êtes sûre que c'est une bonne idée, demoiselle » murmura-t-il, s'approchant avec précaution. « Ce lieu a vu de trop d'ombre, mais je ne vous abandonnerai pas. » Céleste acquiesça, réprimant un frisson.
Le poids familier de la plume dans son sac, le papier froissé sous ses doigts, lui donnèrent de l'assurance. Elle se redressa, inspirant profondément cette atmosphère imbibée de promesses et de secrets. « Nous allons reprendre la plume, mais cette fois, ce sera à ma manière, » dit-elle en souriant amèrement. Elle savait que ce sous-sol, avec son silencieux escarmouche d'engrenages, pourrait être le premier champ de bataille de sa revanche. Ici, entourée par la poussière et le murmure métallique, elle allait noircir ses pages d'un feu nouveau, glacial, imprégné d'humour noir et de colère contenue. Une violente sonnerie retentit du dessus, secouant le bâtiment comme une secousse inattendue. De lourdes bottes résonnèrent sur l'escalier de bois, s'arrêtant net devant la trappe qu'on referma rapidement. L'écho des pas s'évanouit, laissant place au bruit régulier de la machine à imprimer. Céleste frissonna à nouveau, son cœur battant à un rythme qui explorait l'ombre et la lumière du doute. « Comment pouvez-vous être sûr que Madame Duvaux ne découvrira pas notre secret ?» demanda le jeune homme en essuyant son front perlé de sueur. Elle posa une main ferme sur la table de bois grossier, le contact rude de la surface contre sa peau délicate lui rappelant la gravité du moment. « Parce que c'est à elle que nous allons donner la première page à dévorer, » répliqua-t-elle avec une ironie acérée. « Et jamais elle ne saura que ce dessert amer vient de mes mains. » Le vent sifflait entre les pierres de la façade comme un murmure d'avertissement. Le temps était compté, et chaque mot devait frapper plus fort qu'un coup d'épée. Le lendemain, dans la salle de rédaction, un brouhaha feutré flottait. L'air était saturé de réflexions, de pinceaux frottés sur du papier, de souffles rapides d'hommes et de femmes en quête de vérité. L'odeur d'encre fraîche se mêlait au parfum capiteux du bois ciré. Céleste entra, vêtue simplement, son regard vif balayait la pièce. Elle serra les poings, étouffant l'appréhension sourde. Entre les piles de manuscrits, les cliquetis des claviers en cuivre et les murmures à peine dissimulés, elle sentit une présence, invisible mais rassurante. Le rédacteur en chef, un homme à la barbe grisonnante et aux yeux perçants, s'approcha. « Vous êtes bien celle qui veut faire paraître un roman anonyme ?» lança-t-il, un sourire mi-amusé, mi-soupçonneux. Céleste hocha la tête, les joues rosies d'une émotion qu'elle cachait à peine. « Oui, il est temps que quelqu'un rompe le silence. » L'échange s'arrêta là. Le jour même, la première feuille fétide de la vérité fut imprimée, pliée et confiée aux mains d'un colporteur prêt à affronter les rues boueuses de Paris. Le nom de Gaston de Sinclair n'était mentionné que pour attirer la curiosité, mais la plume derrière chaque mot tremblait de la signature invisible de Céleste. Le soir venu, déposée dans un coin obscur du salon littéraire, elle surprit un murmure aigu de reconnaissance. « Regardez ce succès !» chuchotait-on. « Voilà que l'inventeur du voleur d'âmes brille encore, et plus que jamais. » Sur ses lèvres, le sourire de Céleste avait le goût amer de l'anonymat. Une douce revanche, certes, mais qui pesait lourd sur son cœur. Elle pressa la bague familiale, incrustée d'une pierre d'onyx glacée, et s'efforça de ne pas perdre pied. Tout à coup, une voix sifflante la tira de ses pensées. C'était Madame Duvaux, vêtue de soie et de rumeurs. « Vous voilà donc réduite à habiter les fantômes, ma chère, » dit-elle avant de s'éloigner. Mais souvenez-vous, la vérité, comme l'encre, finit toujours par faire tache. Céleste sentit la menace avant même que le bruit de ses talons ne s'évanouisse dans le couloir. Une âme invisible veillait, prête à faire tomber le voile sur son secret. Mais elle aussi avait des armes cachées, des plumes acérées qui déchiraient les faux-semblants. Cependant, un nouveau soupçon s'insinuait dans son esprit. Qui parmi ces ombres était véritable allié et qui n'était que silhouette trompeuse? Elle serra les dents et s'affirma. Le combat ne fait que commencer.
et sous la lueur vacillante des lampadaires, le Paris des écrivains se préparait à entendre un nom longtemps oublié. Dans la pénombre feutrée de la petite chambre mansardée, les draps de lin semblaient retenir leur souffle, empreints d'une fraîcheur presque irréelle. La pluie finissait de murmurer contre les vitres embrumées, mêlant son chant mélancolique aux battements irréversibles du cœur de Céleste. Sur la table de chêne noirci, le stylo s'était arrêté un instant, suspendu dans un geste hésitant, tandis que la plume effleurait à peine les pages immaculées. Elle avait changé. Loin de la femme effacée d'autrefois, celle qui tremblait devant Gaston, elle était devenue silhouette mystérieuse qui, sous les feux d'une lampe à pétrole unique, offrait au monde une voix nouvelle. La voix d'un roman feuilleton, anonyme, mais d'une netteté tranchante, d'un souffle captivant. Chaque mot était une flèche dans le brouillard, chaque phrase un défi cruel à l'existence même de la prétendue renommée de Sainclair. Ce soir-là, sous le clair-obscur de la mince pièce, Céleste sirotait lentement un thé fumant à la saveur amère, tandis qu'au dehors s'élevait le brouhaha feutré d'un salon élégant, théâtre bouillonnant où s'entremêlaient secrets et faux-semblants. Elle s'était promis de ne jamais y remettre les pieds. Pourtant, quelques heures plus tard, joint avec la cordelière de sa robe en soie, elle franchit le seuil du lieu cossu où la société littéraire parisienne se retrouvait. Les murmures et regards s'engouffrèrent en une vague glacée dès qu'elle entra. Le parfum entêtant de jasmin mêlé au bois verni, au cuir tendre des fauteuils et un soupçon de fumée de pipe créaient ce décor familier qui, paradoxalement, lui paraissait désormais hostile. Dans un coin, Madame Duvaux trônait avec un sourire figé, tel un sphinx dissimulant ses crocs acérés sous une dentelle d'apparence. Sa présence était une menace latente, une ombre tissant sa toile de chantage et d'intrigue dans l'alcôve dorée. Céleste s'avança avec l'assurance froide d'une femme qui a appris à manier les mots comme des épées. Une voix douce, presque feutrée, s'interposa soudain. « Vous êtes Céleste ?» demanda un homme dont la silhouette se dessinait dans la pénombre. Le critique Armand Valeur. Leurs regards s'accrochèrent. Une électricité subtile passa entre eux, trahissant des secrets encore tus. Il esquissa un demi-sourire, presque un défi. « Vous portez le poids de vérité que peu osent affronter. Avez-vous peur, madame ?»« Peur ?» répondit-elle d'une voix sèche, comme une lame contre une vitre. « J'ai appris à connaître les ombres et les utiliser. » Leurs échanges furent interrompus par l'arrivée de Gaston, dont la démarche lourde trahissait le poids de l'alcool et de l'angoisse. Son regard balaya la pièce avant de s'arrêter quelques instants sur Céleste, dont le visage projetait désormais une implacable détermination. Une étincelle d'incompréhension mêlée d'inquiétude passa dans ses yeux brumeux. Madame Duvaux s'approcha avec une grâce venimeuse. « Gaston, mon cher, je crains que vous ne soyez sur le point de perdre le contrôle de votre propre fiction. » Les mots flottaient dans l'air comme un souffle glacial. La tension monta d'un cran. Céleste, n'en pouvant plus de cette mascarade, s'adressa à Gaston, son ton féroce camouflé sous un masque poli. « Vous croyez encore pouvoir écrire l'histoire seule, alors que vos mains tremblent à peine pour tenir la plume. Sachez que chaque page tournée, chaque mot soufflé dans votre nom n'est qu'une goutte de votre propre ruine. » Les invités retinrent leur souffle. Le duel verbal battait son plein, acide et brillant. Chaque phrase était une estocade plus cruelle que la précédente. Madame Duvaux souriait, consciente que ce théâtre dangereux pouvait basculer d'une seconde à l'autre. Soudain, un serviteur s'approcha avec une lettre scellée d'un cachet rouge sombre. Gaston l'ouvrit d'une main hésitante, son visage pâlit sous les lumières. La pièce se rétrécit d'un souffle de tension. « Comment osez-vous ?
lança-t-il, les yeux lançant des éclairs vers Céleste. « Oser, c'est ce qui m'a toujours sauvé, répondit-elle, le regard froid comme l'acier. Lisez, monsieur. » Elle tendit la lettre dont le papier crissait sous les doigts. Sous les regards intrigués, le visage de Gaston se décomposa. Ce qu'il lut n'était pas un simple avertissement, mais un ultimatum venu de Madame Duvaux, menaçant de révéler à la haute société le secret de ses plagiats si les échéances n'étaient pas respectées. Dans un murmure presque inaudible, Armand Valeur intervint. « Vous jouez avec des forces plus grandes que vous, Gaston. Vous ne comprenez pas que l'époque change et que ceux qui l'écrivent ne se cachent plus. » Un chaos silencieux s'installa, des échanges de regards lourds de présages. Céleste sentit l'adrénaline bouillir en elle. Le moment était venu de frapper fort, mais elle devait encore aiguiser ses armes. Puis soudain, comme si le monde suspendait son souffle, la voix glaciale de Madame Duvaux s'éleva. « Beau jeu, mes amis, mais souvenez-vous, dans ce salon, la parole est monnaie d'échange, et celui qui la contrôle détient le pouvoir. À qui le détiendrez-vous » Les mots tombèrent comme une pluie acide. Céleste releva la tête, son regard s'enflammant d'une lueur nouvelle. « Je n'ai rien à perdre, et tout à gagner. » La soirée reprit son cours, mais le sel de la guerre était déposé sur chaque silence, sur chaque sourire. Céleste savait que son prochain coup ne serait pas seulement une page imprimée, mais une déclaration de guerre. Sa main glissa sur la table, effleurant un parchemin encore vierge. La plume attendait le choc de ses pensées et le dénouement d'un combat devenu inévitable. Dans l'ombre, une main anonyme glissait un télégramme que personne ne devait voir. Et le rideau tombait provisoirement sur cette étape d'une joute où chaque mot pouvait signifier une mort sociale. Le matin avait la couleur d'un lait tiède, mais Céleste n'y trouva aucune douceur. La lettre trouvée la veille reposait encore dans sa mémoire comme une lame sous la langue. Elle avait passé la nuit à écouter le craquement des planchers de sa chambre louée, le froissement d'une robe qu'elle ne portait plus et le tic-tac impatient d'une horloge d'atelier qui semblait compter non les heures, mais les risques. Quand elle se leva, l'air sentait le savon rude, la poussière et le café noir. Rien de cela n'avait l'innocence du jour. Tout était signe. Armand Valeur l'attendait au coin de la rue, sous l'auvent d'une librairie fermée. Il tenait son chapeau d'une main gantée, avec cette immobilité des hommes qui observent plus qu'ils ne parlent. Son visage sec, ses yeux clairs, sa voix très basse, donnaient à sa présence une sorte de gravité dangereuse. « Vous êtes venu seul », dit-il. « J'espérais éviter des compliments, » répondit Céleste avec une ironie sèche. Il eut un très léger sourire, presque de la fatigue. « Madame Duvaux n'invite jamais quelqu'un sans avoir déjà disposé les couverts. » Ces mots la piquèrent plus qu'elle ne voulut l'avouer. Ils marchèrent jusqu'à la place voisine, puis vers la façade imposante d'un hôtel particulier que Céleste ne connaissait que de réputation. Là vivait, disait-on, une riche étrangère dont les salons aiguisaient les ambitions comme une pierre à couteau. Armand n'ajouta rien, mais son silence parlait assez. Il voulait la prévenir, tout en lui laissant le choix de sa chute. À l'intérieur, le parfum des lys coupés se mêlait à celui du bois ciré et du cuir neuf. Le décor était trop parfait pour être honnête. Une femme les reçut au bas de l'escalier, grande, vêtue de gris perle, les doigts ornés d'une bague lourde qui semblait peser autant qu'un titre de propriété. Elle avait ce regard des gens fortunés qui s'autorisent à être aimables parce qu'ils ne craignent personne. « Madame Lebeau » annonça-t-elle d'une voix lente, « mon nom n'est pas important. Ce qui importe, c'est ce que vous êtes prête à faire pour redevenir visible. » Céleste soutint son regard sans fléchir. Tout sauf mentir à nouveau. La femme inclina la tête, amusée. Puis elle l'invita dans un salon où des manuscrits étaient disposés sur une table basse,
comme des fleurs destinées à mourir sous les doigts. Un feu discret claquait dans la cheminée. Les voilages frémissaient à peine. Ici, chaque objet semblait attendre qu'on le paie. « Je peux financer une maison d'édition, » poursuivit Madame Lebeau. « Une vraie, indépendante. Mais j'ai besoin d'un nom, d'une voix, d'une plume qui sache troubler Paris. » Céleste comprit aussitôt le piège. Tout cela sentait l'arrangement, la façade, la protection utile. Pourtant, l'idée d'une presse à elle, d'un espace où sa pensée ne serait plus volée, lui donna une secousse presque douloureuse. Armand, resté près de la fenêtre, observa la scène sans intervenir. Céleste l'entendit respirer. Ce léger souffle semblait lui aussi peser un secret. « Pourquoi moi ?» demanda-t-elle. Madame Lebeau effleura du bout des doigts la tranche d'un manuscrit. « Parce que les hommes qui vous entourent parlent trop fort, et qu'une femme qu'on croit effacée entend mieux que les autres. » La phrase avait la politesse d'un aveu et la cruauté d'un diagnostic. Céleste sentit un frisson lui parcourir l'échine. Elle pensa à Gaston, à ses mains sales, à son nom imprimé en grosses lettres sur des livres qu'il n'avait jamais su finir. Elle pensa à Madame Duvaux, à sa douceur perfide, à cette manière d'enfermer une vie entière dans un sourire de satin. Le retour vers le salon Duvaux fut un plongeon dans l'âpreté du réel. La rue résonnait de sabots, de roues, de voix cassées. L'air portait l'odeur du charbon et des marrons chauds. Dans un fiacre arrêté devant la porte, Céleste aperçut Gaston, la tête basse, les tempes luisantes, déjà fatigué par la journée à venir. Lorsqu'il la vit, son visage se ferma. « Vous vous amusez à m'espionner maintenant ?» dit-il avec dédain en descendant du véhicule. « Vous avez donc remarqué que le monde ne tourne pas seulement autour de votre verre, » répondit-elle. Il s'approcha, l'ombre d'un sourire venimeux au coin des lèvres. « Vous avez bien vite retrouvé des alliés pour une femme censée avoir disparu. »« Disparu n'est pas le mot. Déplacé peut-être. » Cette réplique le fit tressaillir. Il détestait qu'elle conserve de l'esprit. Elle le dépassa d'un pas, mais sa voix l'arrêta. « Votre insolence vous perdra, Céleste. Vous croyez qu'un peu de papier et quelques regards admiratifs font une auteure ?» Elle se retourna lentement. « Non, je crois qu'il suffise à révéler un imposteur. » Le silence qui suivit eut quelque chose de tranchant. Dans le vestibule du salon, une silhouette apparut derrière la porte entr'ouverte. Madame Duvaux. Elle avait tout entendu, bien sûr. Ses gants pâles se refermèrent très légèrement sur le bord de son éventail. Son sourire n'avait plus rien de maternel. « Comme c'est touchant, » dit-elle. « Votre conversation a la délicatesse d'un accident de vaisselle. J'espère que vous n'oubliez pas, ma chère, ce que coûte une voix lorsqu'on n'a plus de nom pour la porter. » Céleste sentit une brûlure monter à ses joues, puis se transformer en détermination pure. Elle avait supporté trop longtemps les phrases enveloppées de soie. Elle décida de répondre avec la même élégance meurtrière. « Madame, il faut un nom à ceux qui craignent de parler. Ceux qui écrivent, eux, laissent des preuves. » Un léger mouvement traversa les invités dans le vestibule. Quelqu'un retint son souffle. Gaston blêmit. Madame Duvaux, elle, conserva son aplomb, mais ses yeux s'avaient durcis d'un éclat de menace réelle. Le soir tomba avec la lenteur d'une humiliation. Au cours d'un dîner privé, Céleste fut placée non loin de Madame Lebeau et de plusieurs mécènes, tandis que Gaston se noyait dans des vers plus nombreux que ses phrases. Armand circulait entre les convives comme s'il cherchait la moindre faille dans les discours. Il s'arrêta derrière Céleste et, sans la regarder, glissa à voix basse. « Votre ennemi principal n'est plus celui qui écrit mal. C'est celle qui sait trop bien comment faire taire. » Céleste ne répondit pas. Elle observait Madame Duvaux. Cette femme souriait à tous, mais ses doigts tambourinaient à peine sur la table. Nervosité, doute, peur peut-être. La première vraie fissure.
Puis un valet entra, portant un pli urgent. Il le remit à Madame Duvaux. Elle lut, se figea, et pour la première fois son masque vacilla. Céleste comprit avant même de savoir. Quelque chose venait de lui échapper. Dans le silence subit de la pièce, le papier à la main, Madame Duvaux leva les yeux vers Gaston, puis vers Céleste, comme si elle venait de découvrir que le sol sous ses pieds n'était plus solide. Et dans ce regard, Céleste reconnut la panique. L'aube s'éveillait avec peine, déchirant l'obscurité par des lames de lumière blafarde qui tremblaient au travers des rideaux lourds de la chambre où Céleste avait passé une nuit faite d'insomnie et de cauchemars semblables à des procès intérieurs. Les murs décrépits, décorés d'ombres mouvantes, semblaient eux-mêmes retenir leur souffle face à la tempête qui grondait au dehors. Mais surtout en elle, chaque pensée était un poids, chaque souvenir un couperet affûté. Le combat qu'elle menait devenait de plus en plus une lutte contre le temps, contre les ombres du passé et contre les mains invisibles qui tiraient les fils d'une intrigue trop complexe pour être confondue avec une simple querelle littéraire. Dans ce matin d'hiver où l'air froid mordait les ponts et les ruelles de Paris, le téléphone appela avec une brutalité tranchante. Céleste décrocha avec une précipitation tremblante. « Madame, c'est Armand », dit-il simplement, sans préambule. « Il faut que vous veniez, immédiatement. » La voix de l'homme portait une urgence sourde. Céleste sentit son estomac se nouer davantage. Elle s'habilla rapidement, revêtit son manteau de velours sombre et se glissa dans les rues glacées où l'écho de ses pas résonnait comme une question muette. Quand elle arriva au lieu indiqué, un petit appartement au charme discret mais au luxe caché, elle trouva Armand déjà là, le visage fermé, incapable de dissimuler le poids des nouvelles qu'il portait. « Gaston, il a disparu », annonça-t-il en la regardant droit dans les yeux, sans prévenir, rien d'autre qu'une lettre. Céleste sentit une colère sourde se mêler à la peur. Une part d'elle refusait encore de croire que l'homme dont la faiblesse avait causé une si grande partie de sa rancune pouvait s'effacer ainsi, comme une ombre devant le mur au matin. « Une lettre » demanda-t-elle, serrant les poings. Armand en sortit un morceau de papier froissé, dont l'encre commençait à s'effacer. Les mots étaient courts, presque dédaigneux, mais lourds de sens. « Je refuse la chute au silence. Je pars où ni vous, ni vos armées de papier ne pourront me suivre. » Le message semblait un adieu et un défi. « Et Madame Duvaux » interrogea Céleste. Armand haussa les épaules. « Silencieuse, trop silencieuse. Elle sait plus de ce qu'elle montre. Elle tire les ficelles dans l'ombre, mais une part d'elle tremble. » Cette révélation fit naître un sombre pressentiment céleste. Quelque chose dans ce départ précipité dépassait la simple fuite. Il y avait un poison plus profond, une menace qui planait encore invisible, mais palpable. Sans perdre une minute, ils décidèrent de se rendre dans le bureau personnel de Gaston, à l'hôtel particulier de la rue des Martyrs. Là-bas, ce qu'ils trouvèrent dépassa leurs pires craintes. Le bureau, en apparence impeccable, dégageait une froideur inhabituelle. Les papiers, autrefois soigneusement alignés, étaient en désordre. Des notes griffonnées traînaient sur le sol, et sur le bureau trônait une photographie déchirée, arrachée à moitié de son cadre buvardé. C'était l'image de Gaston et Madame Duvaux, souriants mais crispés, une complicité de façade croulant sous les non-dits. Au fond d'un tiroir entrouvert, Céleste découvrit une lettre cachetée, portant l'emblème d'une maison d'édition renommée. Elle l'ouvrit avec précaution. Le contenu était un ultimatum. Un marché avait été conclu, liant Gaston à des prête-noms pour faire disparaître des preuves compromettantes, et en échange de son silence, il devait partir à l'étranger, oubliant tout et tous. Le piège n'était plus seulement littéraire, il devenait un gouffre politique et social. Le prestige et les réseaux étouffaient l'affaire. Armand la regarda, les yeux brûlants d'une détermination nouvelle. « Nous ne pouvons pas laisser tomber. »
Ce départ est la première pièce d'une stratégie qui vise à étouffer tout ce que vous souhaitez révéler. Céleste se mordit la lèvre. Elle pensa à ces manuscrits laissés en suspens, aux promesses murmurées et aux vérités enfouies dans des pages encore blanches. Elle n'avait plus le choix. Il fallait agir. L'après-midi fut un tourbillon d'appels clandestins, de rendez-vous manqués, d'ombres qui s'agitaient dans les bureaux feutrés des journalistes et des libraires. Céleste comprit bientôt que la lutte dépassait largement le cadre personnel. C'était une bataille pour la liberté d'écrire, pour le droit de parler sans chaîne. Et dans cette lutte, chaque allié était précieux, chaque suspense devenait un levier. Plus tard, alors que la nuit étirait ses doigts sombres entre les rues pavées, Céleste se retrouva seule sur un pont, observant la Seine refléter les lueurs tremblantes des réverbères. Une main se posa sur son épaule. « Vous ne pouvez pas savoir combien peu sont prêts à vous suivre », murmura une voix familière. Elle se retourna lentement. C'était Gabriel, un ancien ami écrivain, dont la discrétion avait toujours masqué une fidélité inébranlable. Son visage était grave, marqué par les nuits blanches. « Je suis là », dit-il simplement. Cette vérité silencieuse réchauffa une partie d'elle. Peut-être cette route vers la lumière n'était-elle pas un désert après tout. Pourtant, dans cette nuit lourde, Céleste sentait que les faux-semblants se faisaient plus denses, que chaque pas pouvait conduire à une révélation ou à une chute. Mais elle était prête à avancer, parce que le prix de l'oubli était devenu insupportable. Ainsi, au cœur d'un Paris qui ne dormait jamais, une femme reprenait son combat, armée d'encre et de courage. Une pluie fine tombait sur Paris, presque invisible, comme si la ville elle-même hésitait à se mouiller davantage. Les pavés luisaient sous les lanternes, les fiacres soulevaient des éclaboussures d'un gris sale, et les façades, sévères et humides, donnaient au quartier une allure de théâtre déserté après la représentation. Céleste avançait d'un pas pressé, le col relevé, le cœur battant cette cadence étrange qui précède toujours des décisions irréversibles. Depuis la disparition de Gaston, l'air semblait moins chargé de sa présence que de son absence, et c'était peut-être encore plus inquiétant. Gabriel l'avait conduite jusque dans une arrière-salle discrète d'une imprimerie amie, non loin du passage des panoramas. L'endroit sentait le papier chaud, l'encre fraîche et le métal huilé. Des caisses de caractères dormaient près des murs, et une presse ancienne, énorme bête de fonte, attendait qu'on lui redonne voix. Céleste s'arrêta devant une table couverte de feuillets et de lettres ouvertes. « Voici ce que j'ai pu rassembler, » dit Gabriel. « Les noms, les dates, les comptes. » « Si cela sort, il y aura du bruit. » Elle parcourut les pages en silence. Chaque ligne confirmait ce qu'elle redoutait depuis des semaines. Gaston n'avait jamais été seul. Autour de lui gravitait un réseau de prête-noms, d'éditeurs complaisants, d'intermédiaires si polis qu'ils semblaient avoir été élevés pour la dissimulation. Madame Duvaux apparaissait partout, jamais en première ligne, toujours à la marge, comme une encre qui s'insinue sous le papier. Quant à Madame Lebeau, son soutien était moins désintéressé qu'il n'y paraissait. Elle offrait une presse, mais voulait choisir la forme de ce qui sortirait d'elle. « Vous voyez ?» murmura Gabriel. « Ce n'est plus seulement une affaire de plagiat, c'est une machine. » Céleste posa les lettres. Son visage demeura calme, mais ses doigts se crispèrent. La machine, oui, et elle, autrefois, n'avait été qu'une roue silencieuse. « Alors nous la briserons pièce par pièce, » dit-elle. Un léger bruit derrière eux les interrompit. Les vieux typographes, un homme aux moustaches grises et aux lunettes cerclées de cuivre, venait d'entrer avec un paquet ficelé. Il le déposa sur la table comme on dépose un secret trop lourd. « C'est arrivé ce matin, » dit-il, « sans signature. » Le paquet contenait un manuscrit incomplet, couvert de corrections nerveuses.
Au bas de la dernière page, une seule phrase, tracée d'une main pressée, fit se serrer le ventre de Céleste. « Ne faites confiance à personne portant des gants clairs. » Elle releva les yeux. Gabriel avait pâli. « Vous savez ce que cela signifie » demanda-t-elle. « Cela signifie, » répondit-il, « qu'on a compris que vous ne reculeriez plus. » Le silence qui suivit fut plus dense que la pluie au dehors. Céleste sentit la fatigue peser sur ses épaules, non comme une faiblesse, mais comme le prix d'une longue résistance. Pourtant, quelque chose en elle se redressa. Elle ne serait plus la femme que l'on déplace, que l'on corrige, que l'on assigne à un rôle utile. Elle allait écrire, dénoncer, exposer. Le soir même, elle accepta de rencontrer Madame Lebeau dans une galerie privée du faubourg Saint-Germain. Le lieu, tout en marbres pâles et en tableaux sévères, respirait cette richesse qui aime se faire discrète. Une odeur de cire et de fleurs coupées flottait entre les colonnes. Madame Lebeau se tenait près d'un portrait en pied, immobile, presque austère. « Vous avez lu les pièces » dit-elle sans détour. « Oui. Et vous comprenez que le scandale peut vous donner autant d'ennemis que d'alliés » Céleste soutint son regard. « Je n'ai plus le luxe de choisir les ennemis, je choisis la vérité. » Un bref sourire passa sur le visage de la femme. « La vérité, ma chère, est un objet qu'on expose plus qu'on ne possède. Alors je la mettrai en vitrine. » Le ton était tranquille, mais la réplique fit trembler quelque chose dans l'air. Madame Lebeau s'approcha d'une fenêtre et contempla la rue. Au dehors, un groupe d'hommes passait, coiffés de chapeaux humides, les mains dans les poches. Une existence banale, presque rassurante. « Gaston est vivant » dit-elle enfin. Céleste se raidit. « Où » ? « Je l'ignore avec certitude, mais je sais qu'il a été vu près de la gare d'Austerlitz. Il n'a pas fui seul. » La phrase resta suspendue. Pas seul. Donc accompagné, protégé ou surveillé. Peut-être les trois. Céleste comprit qu'un piège plus vaste se refermait autour de tous. La disparition n'était qu'une mue. Le vrai corps de l'affaire se cachait ailleurs. À la sortie, Armand les rejoignit sous la marquise. Il tenait un parapluie qui n'ouvrit même pas, comme si la pluie n'avait plus de prise sur lui. « J'ai suivi une piste, » dit-il à voix basse. « Un entrepôt près des quais de la gare de Lyon. On y transporte des caisses d'imprimés sous de faux bordereaux. »« De quoi s'agit-il » demanda Céleste. « D'un second réseau, plus vaste. Des textes attribués, réattribués, effacés. Des signatures fabriquées. » Le mot « effacé » la frappa de plein fouet. Elle pensa à tous les dimanches d'autrefois, où elle avait relu ses propres lignes corrigées par d'autres, où sa pensée avait été maquillée comme une faute de goût. Cette fois, ce n'était plus une blessure intime seulement, c'était une architecture entière d'appropriation. Ils se rendirent ensemble au quai, à la tombée du jour. Là, dans la lumière sale des réverbères, les chariots passaient lentement, chargés de bois et de ballots. L'entrepôt indiqué par Armand se dressait au bord d'une cour ouverte, une bâtisse de briques sombres au portail entrouvert. À l'intérieur, des piles de papier, des registres, des noms codés, et au centre, une silhouette féminine, Madame Duvaux. Céleste sentit le sang quitter ses tempes. La femme referma calmement un dossier et leva les yeux vers eux avec une sérénité presque charitable. « Vous arrivez tard, » dit-elle. « J'attendais mieux de votre opiniâtreté. »« Où est Gaston ?» demanda Céleste. « Où il doit être ?» répondit-elle. « Hors de portée des imprudences. » Armand fit un pas en avant, mais Céleste le retint d'un geste. Elle voyait enfin le dessin complet. Duvaux n'avait pas seulement protégé l'illusion de Gaston, elle l'avait utilisé, puis déplacé, puis retourné contre tous. Elle était la véritable stratège.
Le silence pour elle n'était pas une absence, c'était une arme. D'une voix très calme, Céleste dit « Vous n'avez plus le pouvoir de me réduire au murmure. » Madame Duvaux sourit, sans chaleur. « Non, mais j'ai encore celui de vous priver d'audience. » Elle ouvrit un tiroir et en sortit une liasse de lettres. Céleste reconnut aussitôt son écriture. Des brouillons volés, des fragments de scènes, des pages copiées durant les mois de confiance forcée. La honte, la rage, l'évidence se mêlèrent en elle. « Vous avez donc tout pris » souffla-t-elle. « Presque tout, » corrigea Madame Duvaux. « Il reste toujours quelque chose. » Une signature parfois, une faiblesse, une amie mal choisie, un homme trop ambitieux, une femme qui croit qu'un manuscrit la venge. Le mot « ami » résonna étrangement. Céleste pensa à Madame Lebeau, puis à Gabriel, puis au vieil imprimeur. Le piège était plus profond encore que prévu. Elle leva le menton. « Alors prenez aussi cela. » Et d'un geste rapide, elle lança la lampe à huile contre un tas de papier. La flamme prit aussitôt, courant sur les bordereaux, léchant les dossiers, avalant les faux registres. Les hommes de l'entrepôt crièrent. Armand saisit Céleste par le bras. Dans la confusion, la première vérité visible naquit des flammes. Les flammes avaient commencé comme une protestation modeste, presque élégante, puis elles s'étaient décidées à dévorer l'entrepôt avec une avidité rouge. La lumière tremblante se reflétait sur les briques noircies, sur les visages des hommes affolés, sur les yeux de Céleste, où l'effroi et la résolution se disputaient la place. Armand la tira d'un couloir latéral, tandis que derrière eux les feuilles volaient en cendres légères, pareilles à des pétales d'un printemps maudit. La fumée piquait les poumons, le bois craquait comme un vieux navire sous la tempête. Céleste aperçut Madame Duvaux au milieu du désordre, immobile un instant, presque superbe, avant qu'un contremaître ne l'entraîne vers la sortie. Son visage, d'ordinaire si parfaitement composé, portait enfin une fissure, non pas de peur, mais de contrariété, comme si l'incendie avait seulement abîmé un plan soigneusement plié. Ils regagnèrent la rue au milieu des cris. Les passants s'étaient arrêtés, formant déjà ce cercle de curieux que Paris offre toujours aux catastrophes. La pluie, revenue en fines lames, se mêlait à la fumée. Céleste toussa, les mains noircies, la robe salie jusqu'à l'ourlet. Armand, lui, resta un instant penché contre un mur, reprenant son souffle. « Vous venez de brûler la moitié des preuves, » dit-il enfin. « Et l'autre moitié ?» Elle court probablement déjà vers les gens qui savent la dissimuler. Céleste referma les doigts. Elle était trop lasse pour la panique, trop vive pour le regret. À travers le vacarme, un nom lui revint avec une netteté presque cruelle. Gabriel. S'il existait encore une chance de sauver quoi que ce soit, c'était lui qui la détenait peut-être, ou l'inverse. Ils se séparèrent quelques rues plus loin. Armand devait récupérer un dossier caché chez un copiste du quartier latin. Céleste choisit de retourner seule à l'imprimerie, espérant y trouver le manuscrit anonyme arrivé la veille, ou au moins un indice sur son expéditeur. Le trajet lui parut interminable. Les réverbères se reflétaient dans les flaques comme des yeux ouverts dans la boue. Les chevaux levaient des nuages d'eau sale. Chaque porte cochère semblait contenir un secret. À l'atelier, le vieux typographe l'attendait, plus pâle qu'à l'accoutumée. Il n'avait pas touché à la presse. Sur la table, toutefois, reposait un petit paquet enveloppé de toile grise. « C'est pour vous, » dit-il. « Qui l'a apporté ?» Il secoua la tête. « Un garçon, il n'a rien dit, seulement ceci, à remettre à celle qui écrit encore avec son vrai nom. J'ai pensé que cela ne pouvait venir que de vous, ou contre vous. » Céleste défit le nœud. À l'intérieur se trouvait un cahier noir relié de cuir usé. En première page, une écriture qu'elle connaissait trop bien, celle de Gaston. Puis, plus loin,
Des ajouts en marge, une autre main, plus stricte, plus tranchante. Madame Duvaux. Le carnet contenait non seulement des copies d'extraits volés, mais le journal des manœuvres, des signatures achetées, des articles commandés pour détruire des réputations et en fabriquer d'autres. Au fond, glissée entre deux feuillets, une carte de la gare d'Austerlitz. Céleste comprit tout à coup que Gaston n'était pas seulement un fugitif, il était la pièce qu'on allait déplacer une dernière fois. Peut-être pour la faire taire, peut-être pour la faire parler. « Il faut prévenir Armand, dit-elle. « Il est déjà trop tard pour les demi-mesures, répondit le typographe. Le soir tomba d'un seul bloc, et Céleste, accompagnée de Gabriel, se rendit à la gare. L'endroit était une cathédrale de fer, bruissante de départ et d'attente, saturée d'odeurs de charbon, de cuir mouillé, de soupe tiède et de vapeur. Des hommes portaient des valises, des familles se hâtaient, des contrôleurs sifflaient, et tout cela formait un théâtre du mouvement où l'on pouvait disparaître sans laisser de traces. Céleste serrait le cahier contre elle comme un talisman dangereux. Gabriel marchait à ses côtés, silencieux. Son regard balayait les quais avec une prudence de chasseur. « Si Gaston est ici, dit-il, alors quelqu'un veut qu'il soit vu. Et si Madame Duvaux est derrière cela, elle cherche peut-être à achever quelque chose. » « Achever quoi ?» Il ne répondit pas tout de suite. « Votre déchéance n'aurait pas suffi. Elle doit vouloir une confession ou un sacrifice. » La phrase la glaça. Ils atteignirent le quai indiqué sur la carte. Sous un lampadaire, un homme attendait, le chapeau bas, le manteau fermé jusqu'au cou. Gaston. Plus maigre, plus cerné, presque usé jusqu'à l'os. Lorsqu'il aperçut Céleste, il eut un mouvement de recul, comme si sa propre conscience venait de le rejoindre. « Vous n'auriez pas dû venir, » murmura-t-il. Céleste avança d'un pas. « Après tout ce que vous avez pris, vous osez encore parler d'erreur ?» Il leva vers elle un visage défait. Il n'avait plus l'arrogance des Sanons, seulement une fatigue honteuse. « Je n'ai pas tout décidé, dit-il. Vous croyez que j'étais le seul à signer ? J'étais le visage, pas la main. »« La main était à qui ?» demanda Gabriel. Gaston hésita. Puis son regard glissa, malgré lui, vers l'escalier de sortie, où se tenait une silhouette enveloppée d'un manteau clair. Madame Duvaux. Elle descendit calmement vers eux, comme si elle entrait dans son propre salon. Son chapeau était impeccable, ses gants clairs, justement, et son expression presque douce. Céleste sentit une nausée froide lui traverser le corps. Le mot du manuscrit revenait avec une précision sinistre. « Vous voyez, dit Madame Duvaux, il suffit toujours de rassembler les éléments. La gare, le départ, la confession. Le public adore les adieux. »« Vous avez tout orchestré, » souffla Céleste. « Bien sûr, Gaston était devenu encombrant. Ses hésitations, ses ivresses, ses remords. Il voulait parler. Il fallait donc lui offrir une issue convenable. » Gaston ferma les yeux une seconde. Lorsqu'il les rouvrit, quelque chose s'était brisé. « Elle m'a promis la protection, » dit-il. « Puis, la restauration. J'ai accepté. Ensuite, je n'ai plus su comment sortir. » Céleste regarda cet homme qu'elle avait tant haï. Le dégoût était là, intact, mais il se mêlait désormais une forme plus dure encore, la lucidité. Il n'était pas le seul coupable. Il était un maillon, un masque, un lâche instrument. Madame Duvaux s'approcha d'elle. « Vous auriez pu rester un nom de plus dans l'ombre. Vous avez préféré l'incendie. »« C'est vous qui avez allumé le premier feu, » répliqua Céleste. Un coup de sifflet retentit. Des pas coururent. Armand apparut au bout du quai, suivi de 2 agents qui l'avaient manifestement alerté plus tôt. Dans le même instant, Gabriel glissa discrètement à Céleste le cahier noir.
Elle le serra contre elle, comprenant que l'essentiel était déjà hors de portée de Madame Duvaux. Cette dernière jeta un regard rapide autour d'elle, évalua, calcula, puis sourit encore. Mais cette fois, son sourire n'avait plus la même souveraineté. Trop d'yeux étaient braqués sur elle. Trop de preuves circulaient déjà. « Vous ne gagnerez pas si facilement, dit-elle. « Il ne s'agit plus de gagner, répondit Céleste. Il s'agit de laisser des traces vraies. » Les agents s'avancèrent. Gaston baissa la tête. Madame Duvaux fit un pas en arrière, très léger, comme quelqu'un qui refuse d'abord d'admettre qu'il recule. Puis elle se tourna, cherchant une échappée parmi les voyageurs, les paniques, les manteaux humides. Armand la suivit du regard, déjà prêt à la désigner. Céleste, elle, resta immobile. Le quai bruissait autour d'elle, mais au milieu de ce vacarme, une certitude prenait forme. Rien ne reviendrait à l'ancien ordre. Les noms, les textes, les copies, les mensonges, tout allait être tiré au jour. Et dans cette lumière sévère, elle n'aurait plus à demander la permission d'exister. Le train s'ébranla au loin dans un halètement de fer, tandis qu'au bout du quai, la silhouette de Madame Duvaux se dissolvait entre les manteaux et les lampes. Le jour s'étirait à peine. La lumière était encore fragile, comme hésitante à pénétrer le voile sombre qui pesait sur Paris. Pourtant, au cœur de cette pénombre annonciatrice, des choses avaient changé. Des lignes s'étaient brisées et refaites. Céleste, debout dans son modeste logement du quartier latin, regardait la ville qui s'éveillait en silence. Autour d'elle, le brouhaha familier de la cité reprenait son cours, indifférent aux tempêtes secrètes qui avaient secoué quelques-uns de ses murs les plus discrets. À ses pieds reposait le cahier noir, ce recueil clandestin, ultime vestige de la vérité que Gaston avait tenté de fuir, que Madame Duvaux avait voulu masquer, et que désormais elle détenait entre ses mains. Elle tourna lentement les pages jaunies, y retrouvant les manuscrits volés, les annotations cruelles, les dessous d'une imposture tissée dans l'ombre des salons parisiens. Ce livre était devenu son arme, son bouclier, son serment. Dans le silence feutré, un coup frappé à la porte la fit sursauter. C'était Armand, venu comme un messager mais aussi un compagnon de lutte. Ses traits portaient les traces d'un sommeil haché, et ses yeux avaient cette clarté grave que seule la passion et la fatigue mêlées savent imprimer. « Les journaux ont commencé à en parler, murmura-t-il. Le scandale éclate doucement mais sûrement. Gaston est recherché, Madame Duvaux contestée, et l'opinion observe suspendue. » Céleste hocha la tête, à la fois soulagée et inquiète. Elle savait que cette victoire partielle n'était qu'un pas sur une route longue et sinueuse, que l'écriture, une fois libérée, pouvait encore susciter des traîtrises, des falsifications, des silences achetés. Pourtant, elle sentait monter une force nouvelle, la force que donne la vérité brandie aux yeux. « Et Gabriel ?» demanda-t-elle. « Il travaille à recueillir d'autres témoignages, d'autres preuves. Il croit qu'il y a plus derrière cet engrenage, des complicités qu'il faut dénouer. » Céleste pensa aux nuits passées, aux chemins secrets qu'ils avaient empruntés, à la fragilité apparente de ce réseau tentaculaire. La chute de Madame Duvaux n'était pas la fin, mais peut-être son commencement. Les jours suivants furent un maelstrom d'émotions et d'événements. Céleste reçut visites et appels, invitations discrètes et menaces voilées, comme le prix obligé de toute quête de justice dans un monde fait d'ombre et de lumière. Son nom parut sur les affiches, dans les débats feutrés, parmi les clameurs de ceux qui voulaient désormais l'entendre parler, écrire, agir. Un après-midi, dans un petit café aux murs couverts de livres anciens, elle retrouva Gabriel. Le regard de l'écrivain était empreint d'une détermination presque douloureuse. « Nous devons aller plus loin », dit-il en posant devant elle une liasse de documents. « Ces noms que vous aviez vus,
Ils sont liés à des cercles plus puissants que ce que nous imaginions, des financiers, des hommes politiques. Une toile d'influence qui dépasse la littérature. Elle leva les yeux. Le combat se complexifiait, s'étendait au-delà des lignes attendues, emportant tout sur son passage. Les cendres de l'entrepôt n'étaient pas tout ce qu'il fallait brûler. Il y avait aussi des secrets enfouis dans les salons feutrés et les bureaux cossus. Alors nous devons écrire, exposer, dénoncer sans relâche. Les semaines qui suivirent furent consacrées à bousculer le monde des apparences. Articles, témoignages, réunions clandestines. Céleste apprit à manier les mots comme des armes affûtées, à tisser des alliances, à déjouer les pièges. Armand, fidèle et tenace, était à ses côtés, prêt à risquer tout pour défendre la vérité. La presse, d'abord hésitante, s'empara peu à peu de l'affaire. Les noms circulaient, les complicités étaient mises à jour. Le théâtre de la révélation fascinait Paris. Céleste, cette femme autrefois effacée, devenait un symbole. Non pas une héroïne parfaite, mais une combattante imparfaite. Une voix qui, contre vents et marées, refusait le silence. Les dossiers accumulés finirent par conduire à des enquêtes officielles, des arrestations prudentes, des aveux partiels. Madame Duvaux, malgré ses tentatives désespérées, perdit peu à peu son emprise. Gaston, quant à lui, ne réapparut plus. Devenu fantôme ou victime, personne ne sut vraiment, mais il n'était plus au centre du jeu. Un dernier soir, dans la douceur d'un parc vidé de ses promeneurs, Céleste et Armand se retrouvèrent. La lumière dorée caressait les feuilles mortes, et un calme fragile régnait. Elle sentit que cette bataille, si rude fut-elle, avait ouvert une brèche, une respiration. « Vous avez changé les règles, » dit-elle doucement. « Nous ne sommes plus les mêmes. » Il sourit, un peu fatigué, mais sincère. Nous avons prouvé que les mots pouvaient vaincre les silences, que la vérité, aussi lourde soit-elle, finit toujours par peser plus que les mensonges. Céleste regarda les dernières lueurs du jour. Une victoire, peut-être finale, mais surtout la promesse d'une lumière à préserver. Elle savait que les combats futurs seraient d'une autre nature, moins visibles, plus tenaces. Mais pour l'instant, elle pouvait poser la plume, regarder le ciel où les étoiles commençaient à percer et se dire qu'elle existait enfin, par et pour elle-même. Le récit, lancé dans les méandres du destin, avait trouvé son souffle. Et Céleste était devenue plus que cette silhouette voilée qu'on avait cru briser. Elle était devenue une voix libre.